Bonjour mes amis, aujourd'hui il y a eu un attentat terroriste en France. Un homme, un prêtre, a été égorgé dans son église. La presse anglaise dit qu'ils l'ont mis à genoux devant l'autel, qu'ils l'ont égorgé en filmant, d'accord, façon Daesh. Donc c'est quelque chose que les chrétiens d'Orient subissent depuis très longtemps, depuis des années, d'accord, dans l'indifférence, voire même pire que l'indifférence, voire même la compromission des pays occidentaux avec les égorgeurs auxquels ils envoyaient des armes et des finances qu'ils avaient désignées à l'époque par le joyeux terme de rebelles. Donc on voit aujourd'hui des rebelles modérés égorger un prêtre en France. Mais quels rebelles modérés ont fini flingués? Bon, maintenant, peut-être juste je me précipite parce que si ça se trouve, ce sont des terroristes d'extrême droite. Cette fois-ci, la presse n'a pas fait le coup de l'extrême droite, mais il y a quelques jours, par exemple, un jeune Iranien a ouvert le feu en Allemagne, et pratiquement à la première balle qu'il a tirée, la presse était unanime, il était lié à l'extrême droite. Alors, même si je ne suis personnellement d'aucune extrême, je ne peux m'empêcher de constater que, alors que ça fait des années que ISIS ou l'État islamique ou le califat islamique commet des crimes en les documentons les raisons, les motivations de ces crimes par des hadiths et des versets, on n'est pas arrivé à les lier de manière sûre à l'islam. D'accord. Par contre, quand un Iranien ouvre le feu dans un McDo, pratiquement la première balle est déjà liée de manière sûre et certaine à l'extrême droite. Voilà, donc j'ose plus trop m'avancer parce que si ça se trouve, demain on nous surprendra, on nous dira que finalement le prêtre il a été égorgé par des, je ne sais pas, par des néo-nazis par exemple. Alors, je peux vous dire un truc, hein, juste de mon expérience personnelle, vous pouvez me croire sur ce point, quand ils identifieront les terroristes, ils iront fouiller chez eux, ils ne trouveront pas du Mireille Mathieu, moi je vous le dis. D'accord. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la terreur, la vraie, est en train d'arriver en France. Et il y a un bassin de recrutement suffisamment large, suffisamment hors contrôle, pour que vous puissiez voir un attentat par jour durant le reste de votre vie. Alors, comme d'hab, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez que je vous dise, nous, on a eu à peu près la même chose. Et moi, j'ai fini en dehors de mon pays, hein, dans acte, n'est-ce pas? Parce qu'à un moment donné, ça devenait irrespirable, d'accord? Je suis dégoûté, vous savez, hein, je parle et tout, j'essaie de rester cohérent et tout ça, mais il ne faut pas croire que à l'intérieur, je suis très amer par rapport à tout ça, vous savez. Quand j'ai quitté mon pays natal, au moment où il commençait à être vraiment gangréné par le terrorisme, que j'avais vu venir depuis mon enfance. C'est pas parce que c'est pas parce que j'étais un petit Einstein ou quoi que ce soit, c'est juste parce que j'étais là, c'est tout. Je n'ai que le mérite d'être là et d'avoir observé autour de moi ce qui se passait, c'est tout. Et donc, je l'ai vu venir, je devinais à peu près où il allait, d'accord. Et puis, quand ça a explosé, je suis parti. J'arrive en Europe et je trouve quoi? Je trouve pratiquement, en particulier votre pays, je trouve les mêmes prémices. Je trouve des pays qui ne sont pas fondamentalement différents, mais qui sont juste à une étape différente d'un processus que je connaissais déjà. Voilà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que je vois la France aller vers cela. Ça fait 5 ans que j'en parle assez ouvertement.
Puis aujourd'hui, me voilà à ne plus en parler des années avant que ça n'arrive. Je suis en train d'en parler des heures après que ce soit arrivé. Voilà. Vous comprenez, maintenant je suis au rôle de commentateur. C'est... Ouais, c'est... c'est très difficile. C'est très difficile d'appréhender ces choses-là. Quand on le regarde sous notre angle, parce que sous ton angle à toi, sous mon angle à moi, ce sont des attentats terroristes qui n'ont aucun sens. D'ailleurs, remarquez au passage, juste au passage, c'est une remarque, que des terroristes sont tombés sur une église et ils ont trouvé un vieux monsieur de 86 ans en train de prêcher à 3 personnes, dont 2 nonnes. D'accord? Ça vous donne une juste idée de l'état de la chrétienté en France aujourd'hui. D'accord? On est loin des religions qui font la prière en occupant les rues avoisinantes. D'accord? Ça, je pense que la chrétienté ne risque pas d'empiéter, on va dire, sur l'espace public. D'accord? Je suis sûr que 3/4 des bancs de l'église sont déjà couverts d'une épaisse couche de poussière, qui n'ont pas vu un derrière de fidèles depuis, je pense, avant même ma naissance. Donc, ça c'était juste entre parenthèses. Aujourd'hui, ce qui se passe, je crois que les gens cherchent des solutions, d'accord? À ce que j'ai appelé un acte terroriste insensé. Beaucoup de gens l'appellent comme ça. Toi, tu l'appelles comme ça. Le problème, c'est que si on l'appelle ainsi, un acte terroriste insensé, on ne va pas le comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Imagine-toi que tu es en train de traquer un tueur en série. D'accord? Imagine-toi que tu es un tueur en série que tu es en train de traquer. Si tu veux le profiler, tu dois comprendre sa logique, tu dois comprendre ses motivations, tu dois comprendre sa logique à lui, même si ce n'est pas ta logique à toi. Tu dois te projeter dans son esprit pour essayer de comprendre qu'est-ce qui l'anime. C'est comme ça que les flics travaillent, c'est comme ça qu'ils arrêtent les gens. D'accord? C'est comme ça qu'ils font. Ils ne disent pas, quand ils arrivent sur une scène de meurtre, c'est un crime insensé. Non, ça a un sens. Ça profite à quelqu'un. Il y a la trace de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui avait menacé. Il y a quelqu'un qui était capable. Il y a quelqu'un qui avait un mobile. Et ça donne un sens. Et c'est en comprenant le sens qu'on arrive à remonter au coupable. Si on dit que c'est insensé, ben c'est fini. On pleurniche, on fait des marches, pose des fleurs, puis c'est insensé. Et on attend le prochain. Mais ce qui est en train de se passer en France, ça a un sens. Ça a une logique. Ça a une rationnelle. D'accord? Et cette rationnelle-là, il faut la comprendre. Voilà ce que je suis en train de dire. Je vais allumer cette lumière. Le terroriste. Il ne va pas sortir de chez lui en disant je vais aller commettre un attentat terroriste. D'accord? Le terroriste ne s'appelle jamais terroriste dans sa tête à lui. C'est comme le dictateur. Il n'y a aucun dictateur au monde qui s'appelle dictateur. Ils ont tous une logique dans laquelle ils s'inscrivent. C'est à nous de les identifier comme dictateurs et les appeler dictateurs. Mais eux-mêmes, jamais ils s'appelleront dictateurs. Donc, le terroriste, il sort pour faire quelque chose qui s'appelle le djihad. D'accord? Il sort faire la guerre sainte, le djihad. Et il veut quoi? Et il veut mourir. Il veut mourir. D'ailleurs, si vous avez remarqué, il y a Dominique Rizet
qui a expliqué la rationnelle avec laquelle la police travaille maintenant, qui est d'aller investir les lieux immédiatement. Remarquez que il y a 20 ans, il y a 30 ans, à l'époque, à la grande époque, il y avait encore un petit peu de... Je ne sais pas ce qu'il y avait à l'époque. Cette histoire aurait fini avec une prise d'otage qui aurait traîné pendant 36 heures, il y aurait eu des négociations, il y aurait eu des plateaux repas, il y aurait eu des journalistes, des caméras. Aujourd'hui, Dominique Rizet expliquait que la police a reçu l'ordre d'intervenir, les premiers qui arrivent interviennent, tout de suite, sans attendre. Pourquoi? Il ne l'a pas dit, il le sait, mais il était dans une chaîne, je crois, France 3, vous comprenez qu'il n'allait pas, que la veuve et l'orphelin qui écoutent, il n'allait pas tout dire. Il n'en pensait pas moins. La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils savent, ont lieu, qu'ils n'ont pas affaire à des preneurs d'otages, ils ont affaire à des tueurs, à des égorgeurs. Ça signifie, si les mecs prennent 50 otages, chaque minute qui passe, t'es un nouveau mort, et au bout de 2 heures, t'as plus personne, tu comprends? C'est pour ça qu'ils ne négocient pas avec eux, parce que ceux avec lesquels il y a des négociations, les négociations se basent sur le fait que le gars espère échapper, espère sortir vivant. Mais on a affaire à des suicidaires, on a affaire à des gens qui veulent une shahada, ils veulent mourir. D'accord? Pourquoi ils veulent une shahada? Ça, c'est la prochaine question. Mais, mes amis, je suis désolé, mais on est malheureusement obligé de les lier à l'islam. Si on ne les lie pas à l'islam, on ne comprend pas ce que veut dire jihad, on ne comprend pas ce que veut dire shahada. D'accord? Je peux essayer de vous les lier à l'extrême droite. Je peux mentir, bien sûr. Je peux les lier à l'extrême droite. Voilà, c'est des gens, c'est des néo-nazis. Voilà. Maintenant, vous voyez, dès que tu veux mentir, tu ne trouves plus les arguments. C'est vide, tu comprends? Mais bon, ils ont regardé Breivik, etc. Le problème, c'est que si tu les lis, si tu ne les lis pas, si tu ne les lis pas à leur socle psychologique et intellectuel et social, tu ne pourras pas identifier ce qu'ils sont en train de faire. Tu ne pourras pas le comprendre. D'accord? Je vous explique. Je vais te donner un exemple qui, au départ, a l'air de n'avoir aucun sens. Dans les livres musulmans, tu prends par exemple Musnad Ahmad, Ahmad qui va créer l'école Hanbalite, d'accord, qui va donner le wahhabisme, qui va donner le salafisme, n'est-ce pas? Cette école-là, son livre de base, ça s'appelle Musnad Ahmad, un gros livre de 7000 pages. Alors, dedans, il y a une histoire qui est racontée. Il y avait Aïcha, la femme du prophète, qui était chez elle, et puis arrive une vieille juive dans un autre récit, deux femmes juives. Toujours est-il, une mendiante. La mendiante demande du repas, demande un repas, demande de la nourriture, et elle dit, donnez-moi, nourrissez-moi, que Dieu vous protège de la torture de la tombe du Dajjal. D'accord? Donc voici une vieille de basse condition, n'est-ce pas? Qui n'est pas nécessairement une source extrêmement crédible pour toutes les matières liées à la vie et à la mort, n'est-ce pas? Qui vient mendier. Et pour effrayer la ménagère moyenne, elle dit, nourris-moi, comme ça tu ne seras pas torturé dans ta tombe, et comme ça le Dajjal ne viendra pas te bouffer. Et c'est ainsi que cette histoire du Dajjal et l'histoire du châtiment de la tombe vont arriver en force dans le corpus musulman. Des légendes, une légende d'une vieille mendiante. Pourquoi ça a à faire avec le truc? Il faudra que je vous fasse des vidéos détaillées sur ça, mais juste j'en parle superficiellement. On terrorise des enfants. On les terrorise. Quand tu meurs,
Tu vas te réveiller, les morts se réveillent dans leur tombe, il y a quelqu'un qui vient les torturer dans leur tombe. Au passage, en islam, à la base, dans le Coran et tout ça, à la base, il y a un seul jour de résurrection. Les gens meurent, et puis il y a un jour où tout le monde se réveille, ils seront jugés. Vous connaissez l'image d'Épinal. Mais grâce à l'histoire de cette vieille mendiante, on va changer complètement les fondamentaux. Il y a deux résurrections. Il y a une personnelle et une collective. Ça signifie la personne dans sa tombe, elle est torturée. Ah, comme ça. Raconter à des gamins, on me l'a raconté, raconter à des gamins, je vous assure que c'est une histoire qui te terrorise. D'accord? Qui te terrorise. Alors, j'arrive. Et là, vous allez commencer à comprendre. Quand on te met dans un coin et on t'effraie, surtout quand t'es gamin, n'est-ce pas? Il y a des gamins, ils ont un QI qui ne dépasse pas 50, hein, il ne faut pas se leurrer, même quand leurs parents te disent qu'il est extrêmement intelligent. Quand on t'effraie avec ces histoires, quand tu y crois vraiment, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches une porte de sortie. Comment y échapper? D'accord? Et voilà, on t'offre la porte de sortie. Tu veux ne pas subir la torture de la tombe? Tu veux ne pas torturer dans ta tombe? Il faut une shahada. Si tu meurs pour Allah, d'accord? Si tu meurs pour Allah, tu ne seras pas torturé dans ta tombe. D'accord? Donc tu dois mourir en faisant le djihad. D'accord? En allant tuer des gens pour le califat. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout est lié. Tout est lié. Ça signifie, ce sont des gens, rappelez-vous, les gens du temple solaire qui se sont suicidés dans une forêt, je crois, dans le Jura. C'était une secte. Ils avaient mis fin à leur jour. Certains disent qu'ils s'étaient flingués parmi, mais au moins ils ont eu la décence de tuer que dans leur cercle immédiat, on va dire, que dans le cadre de leur secte. Pour nous, c'est un acte de folie. Mais pour ces gens, il y a une rationnelle. Pour ces sectes, tu meurs, et au moment où tu meurs, il y a, je ne sais pas, par exemple, un extraterrestre qui arrive, il te met dans sa soucoupe volante, et il t'emmène vers une autre planète. Alors, ça a l'air dément quand je dis comme ça. Un homme normal ne croirait pas en cela. Mais bien sûr qu'il ne te le raconte pas comme ça. Bien sûr qu'il te l'emballe. D'accord? Bien sûr, il te le rend cachère, il te l'emballe. Tu comprends? C'est ça le truc. Plein de gens, s'attendent à des questions du genre, je ne sais pas, le gars arrive dehors, il dit, donne-moi 100 euros. Ben, tu vois, tu dis non, je ne te donne pas 100 euros. Ben bon, voilà, ça s'arrête là l'histoire. Par contre, quand un gars du Nigeria écrit, il dit à des gens, j'ai une caisse de 35 millions de dollars, et j'ai besoin que tu m'aides pour la sortir du pays, et je te donnerai 10 millions de dollars, mais j'ai besoin que tu me vires 100 euros pour des frais d'assurance ou quoi que ce soit. Je vous assure, il y a plein de gens qui virent. Il y a des millions qui partent vers l'Afrique avec ça. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est emballé, c'est cachérisé. D'accord? Pareil, ces histoires de sectes. D'accord? Elles sont emballées dans un discours. Le petit musulman n'a aucune chance d'y échapper. Parce que ils te prennent au moment où tu n'as aucune défense. C'est pour ça que je vous ai dit dans la dernière vidéo que ça devrait être considéré comme un crime contre l'humanité d'élever les enfants dans ces légendes, dans ces horreurs-là. Parce que toi, tu le fais et tu ne sais pas qui va se faire égorger par ton fils, qui va sauter avec la bombe qui sera autour de la taille de ton fils. Tu comprends? Ce qui se passe, c'est que l'enfant est terrorisé par sa maman, par son papa. Il allume la télé, on lui raconte la même chose. Il va à l'école, on lui raconte la même chose. Il entend les haut-parleurs de la mosquée, on raconte la même chose. Tout le monde est d'accord. Il y a une unanimité sur ça. Donc, il grandit dans un délire. Il grandit dans un délire de persécution. Et ça, cette histoire de tourment de la tombe, c'est juste une légende parmi des centaines qui rentrent dans la tête du gars durant ses 12 premières années de vie. Ce qui se passe,
La solution, la lui pose. Tue-toi. Flingue-toi. Ça devient comme dans les sectes. Flingue-toi. Tue des non-musulmans et meurs. Voilà. Et tu échapperas à tout ça. Au moment où tu meurs, au moment où tu tombes par terre, voilà, il y a un nouveau monde qui s'ouvre. Et ça, c'est la vraie vie qui commence. Parce qu'ils se sont fait, j'allais dire un mot énorme. Mais comme la vidéo est, je veux qu'elle reste écoutable. Je veux dire, les musulmans sont sunnites, sont la seule religion au monde qui bénit les hommes de pouvoir quand ils en parlent. Et toi, si tu es musulman, tout aussi modéré que tu es, si dans ta maison, on bénit les califes quand on en parle, si un jour, ton enfant, on te le prend, Al-Qaïda te le prend, ou ISIS te le prend, ou n'importe qui te le prend pour qu'il aille se faire sauter ou qu'il aille te faire tuer, tu ne pourras pas dire que tu es innocent. D'accord? Parce que rattaché à ces hommes de pouvoir, il y a 1400 ans de crimes documentés. Il y a des massacres, il y a des torrents de sang, il y a des têtes dans des sacs, il y a des têtes sur des pics, il y a des gens brûlés vivants, il y a des massacres, il y a des bébés tués. Tout dans les livres qui racontent l'histoire des califes. Et si vous les glorifiez chez vous, si vous les glorifiez devant leurs enfants, vous êtes en train de préparer des petits terroristes. D'accord? C'est ça. Un jour, la gendarmerie viendra te chercher pour te dire que ton fils a sauté dans un bus ou que ton fils a égorgé quelqu'un. Et tu viendras pleurnicher devant les caméras en disant qu'il était gentil, qu'il était bien intégré, qu'il était un enfant idéal. Et que tu ne penses pas qu'il aurait été capable de faire ça et que c'est Israël qui l'a manipulé. D'accord? C'est toi qui l'as manipulé. C'est toi qui étais censé le protéger. Qui était censé le protéger quand cette histoire de merde. Qu'est-ce que tu as fait? Tu lui as mis de la merde dans sa tête à une époque où il n'avait que toi comme référence. Où il ne pouvait pas se protéger contre toi. Parce que toi, tu es à la maison. D'accord? C'est comme si tu avais décidé de le violer. Il ne peut pas se défendre contre toi parce que tu es à la maison. Tu es la personne, tu es le mur, tu es celui qui est censé le protéger. Au lieu de le protéger, tu l'as terrorisé. Tu en as fait un terroriste. Voilà, donc, il faut comprendre cette logique. La presse dit déséquilibrés. Mais oui, ils sont déséquilibrés. C'est tous des détraqués. Ils sont tous détraqués. Ils sont tous déséquilibrés. Tu ne peux pas vivre dans une société musulmane et ne pas sortir déséquilibré. Il y a des gens normaux, il y a des gens, pas des terroristes. Je parle à des Algériens, à des Marocains, tous les jours. Ils me disent, c'était le choc de ma vie. J'ai vécu dans la société, dans cette société-là, et aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Je suis bien. Des fois, ils disent, je ne suis pas musulman, mais j'ai encore le traumatisme d'avoir vécu là-dedans. Des familles, une société qui aime la mort, une société qui est devenue une secte apocalyptique. Alors, je vous dis un truc, encore une fois, je vous le dis. Faites en sorte que la solution vienne de chez vous. Faites en sorte que c'est de chez vous que vient la solution. Sinon, les gens vont la prendre et ce sera à votre détriment. Voilà, je crois que je vais arrêter cette vidéo. Je crois que je suis parti dans tous les sens. Et puis, on ne sait pas ce que nous réserve demain. On ne sait pas ce que nous réserve demain. Bonne nuit, mes amis.